Moi, je me suis intéressé au droit de l'environnement parce que, initialement, j'avais la vocation première de travailler en sciences. Les choses ont fait que je n'ai pas pu rentrer en fac de sciences et je suis rentré en fac de droit. Et que, par la suite de mes études, il y avait un master, un DEA à l'époque en droit de l'environnement. J'y suis allé, j'ai retrouvé naturellement mes vieux réflexes de bac scientifique auxquels j'ai appliqué la règle de droit. Et ça m'a amené à me passionné pour un certain nombre de sujets qui finalement étaient considérés comme des petits sujets par un certain nombre de mes condisciples et qui finalement sont extrêmement épanouissants. S'intéresser à la vie des sols, c'est pas simplement voir autre chose, c'est aussi voir d'autres gens, de pouvoir discuter, de pouvoir voyager. Voilà. La question se pose en droit de savoir où se cache le sol. En fait, il est bien caché, puisqu'il est réparti entre plusieurs textes. Et le tout premier que l'on peut relever à ce cadre-là, 1804, le Code civil, l'article 552, qui fixe et qui approche le sol comme un élément fédérateur, un élément fondateur, en disant que le sol, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Autrement dit, le sol apparaît comme un élément fondateur. Mais ici, ce n'est pas un sol au sens scientifique, au sens naturel, c'est plutôt un sol, on dira, fictif, une fiction juridique, mais surtout, puisqu'on parle de sol comme élément vivant, comme élément de biodiversité, on peut naturellement se retourner vers le code de l'environnement, mais là on se rend compte qu'il y a une profonde déception de ce point de vue-là. Profonde déception, tout simplement parce que le sol n'y est pas, ou plus exactement, la place qui lui est réservée, c'est celle du sol malade. Il faut attendre, alors que le code de l'environnement date de 2000, il faut attendre la loi biodiversité du 8 août 2016 pour voir le sol mentionné, mais c'est uniquement la question du sol pollué. Tous les autres dispositifs visent les sols pollués, mais ne le cherchent qu'en pour savoir qui est responsable de la dépollution et à quel niveau de dépollution on doit arriver. On peut le trouver du point de vue naturel, mais de façon très elliptique, notamment lorsqu'il est dit que le sol des réserves naturelles est protégé, le sol des parcs nationaux est protégé, mais sans véritablement s'attacher à d'autres choses qu'un élément de milieu, mais sans le valoriser comme tel. On le trouve également dans ce qu'on appelle l'évaluation environnementale, où au sein des différents éléments qui doivent être pris en compte dans l'analyse de l'état initial de l'environnement, on intègre la question du sol, mais en réalité, on se rend compte, en pratique, que c'est le sol d'un point de vue quantitatif et non point de vue qualitatif qui est pris en compte. Alors, qu'est-ce que c'est que le ZAN ? En fait, le ZAN, c'est un équilibre, la recherche d'une compensation entre, d'un côté, l'artificialisation d'un sol qui trouvera sa contrepartie par une désartificialisation du sol. Dans un premier temps, un premier stade à l'horizon 2030, une équivalence de 50%, et à l'horizon 2050, un équilibre parfait a priori. Et le problème, c'est que l'on ne va pas tenir compte de ce qu'on appelle les pertes intermédiaires, c'est-à-dire le temps qui va s'écouler jusqu'au moment où le sol va revenir en fonctionnalité. Alors, face à cette situation, on se rend compte que le sol est totalement dispersé dans la réglementation française, et c'est la même chose d'ailleurs dans la réglementation des autres États membres de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut imaginer un outil qui permettrait une harmonisation, en tout cas de fixer un cadre général à la réglementation du sol en vue de le protéger ou en tout cas de l'exploiter de façon durable? Effectivement, dans le cadre du paquet sur les ressources naturelles, en 2022, la Commission européenne a présenté un projet de directive relative à la surveillance et à la résilience des sols. Ce système s'articule autour de 3 dispositifs essentiellement. La mise en place d'un système harmonisé de la surveillance de la santé des sols, la définition d'une gestion durable et des bonnes pratiques s'agissant de l'exploitation du sol, et enfin une évaluation des risques en termes de santé humaine et d'environnement quant à l'usage des sols. Finalement, lorsqu'on fait le bilan de l'ensemble de ces textes et projets de textes, on se rend compte qu'il manque toujours un élément dans la réglementation, c'est la prise en compte de la biodiversité. En fait, comme vous le savez, le sol est un support de biodiversité, c'est un réservoir de biodiversité en tant que tel, et qui n'est jamais pris en considération. Ce qui veut donc dire que, n'étant pas pris en considération, on ne se préoccupe finalement que d'aspects de production ou d'éléments surfaciques ou de résistance mécanique, mais sans se rendre compte que le sol est un élément vivant. Alors comment est-ce qu'on pourrait éventuellement changer la donne ?
ça se pourrait être de créer des indicateurs de biodiversité ou des indicateurs de qualité qui ne soient pas simplement des qualités d'utilisation humaine comme telles. Plusieurs études ont d'ailleurs montré la possibilité qu'il y avait de créer ces indicateurs et d'imposer aux aménageurs, d'imposer aux collectivités locales de les prendre en compte, ce qui veut dire qu'à tel sol de telle qualité devrait répondre tel usage ou au contraire devrait interdire tel et tel autre type d'usage. Ressources, fonctions, services, finalement on se rend compte que le seul endroit est rangé au simple rang d'accessoires. Peut-être que la solution pour lui reconnaître sa place pleine et entière serait, comme cela a été fait pour l'eau, d'admettre qu'il fait partie du patrimoine commun de la nation. Alors finalement, est-ce que le droit a du retard pour aborder ces sujets? En fait, peut-être pas. C'est pas le droit qui a du retard, c'est peut-être plus l'imprégnation culturelle des choses qui devraient évoluer, puisque le droit finalement ne fait que suivre et précède extrêmement rarement, puisqu'il se fait l'écho d'une demande sociale. Ce qui fait que l'on voit en matière d'environnement, de mon point de vue en tout cas, une certaine évolution, c'est que vous avez désormais beaucoup plus de prise en compte des demandes qui émanent de la base, et on a même d'ailleurs à ce titre créé des institutions comme la Convention citoyenne pour le climat ou pour d'autres éléments, qui fait que finalement les politiques peuvent difficilement ne pas répondre à la demande qui s'est exprimée et dont ils ont demandé l'expression.